Notre fait du jour, dans le temps de l'info, en Syrie, les États-Unis entrent-ils et vont-ils entrer dans le jeu ? Alors que les rebelles islamistes sont désormais aux portes de Hama, on parle de la 4e ville du pays, on voit les images d'ailleurs de chars abandonnés près de la ville, et on apprend à l'instant que l'armée syrienne d'ailleurs lance une contre-offensive pour tenter de repousser les rebelles. Eh bien, pendant ce temps-là, on apprend que les États-Unis ont frappé dans l'est du pays. On écoute ce représentant du Pentagone. Ce matin, les forces armées américaines ont détruit avec succès plusieurs systèmes d'armes en Syrie qui présentaient une menace claire et imminente aux forces américaines et aux forces de la coalition. La frappe d'autodéfense a eu lieu après que les lance-roquettes multiples mobiles ont tiré des roquettes qui ont atterri à proximité du site de soutien militaire Euphrate et que des mortiers ont été tirés en direction des forces armées américaines. Alors, est-ce lié à la situation Bachar al-Assad qui pourrait tomber avec les rebelles qui mènent leur offensive éclair? Les États-Unis sont-ils en train d'entrer dans le jeu? Et est-ce de toute façon un terrain maintenant d'affrontement, un nouveau entre les États-Unis et la Russie? On en parle avec David Rigoleros. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS et à l'Institut français d'analyse stratégique. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Et nous sommes toujours avec Arlette Chabot, avec Valérie Trierweiler et avec Dominique Seux. Avant de vous entendre, on revient sur les derniers événements sur le terrain avec Camilla Campuzano. Les tirs se rapprochent de Hama. En Syrie, les islamistes arrivent dans la 4e ville du pays. Ils posent fièrement à l'entrée de cette localité. Sur leur passage, des nuages de fumée et des véhicules militaires abandonnés par l'armée régulière, des trophées pour ces insurgés. L'Observatoire syrien des droits de l'homme dénombre des centaines de morts. Les civils fuient par dizaines de milliers. Nous avons été attaqués par des milices armées. Ils nous ont déplacés contre notre gré. Ils ont menacé les gens de les tuer et de les décapiter. Alors nous sommes partis. Derrière cette offensive, une coalition dirigée par le groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham, auparavant affilié à Al-Qaïda. Début des hostilités dans le nord-ouest du pays le 27 novembre. En quelques jours seulement, ils ont réussi à s'emparer d'Alep, une ville de 2 millions d'habitants, une première depuis près de 15 ans. C'est risqué de s'enfuir maintenant. Les gens doivent emprunter un chemin dangereux où il peut y avoir des snipers, surtout depuis que les forces anti-gouvernementales ont pris le contrôle de la zone. Des groupes qui continuent de progresser vers le sud et de se rapprocher de Damas. On ne partira pas, c'est tout. Quoi qu'il arrive, nous ne partirons pas. Personne à Damas n'a peur. Mais comme vous pouvez le constater, le pays est en train d'être ruiné. Tout s'est arrêté. Les djihadistes auraient rencontré peu de résistance jusque-là, mais l'armée syrienne a annoncé qu'elle frappait des organisations terroristes, leurs positions et leurs bases autour de Hama et d'Idlib. À leur côté, les Russes et leurs avions qui bombardent la zone. Sur ces images fournies par les casques blancs, des dégâts après des frappes juste à côté d'un hôpital universitaire à Idlib. Un cessez-le-feu avait été instauré il y a 4 ans dans la région, un apaisement qui restait fragile. De quoi faire trembler l'Irak. Ici, ils se souviennent du groupe État islamique qui s'était rapidement emparé d'une partie de leur territoire. Pour éviter à nouveau ce scénario, des unités de blindés ont été envoyées en renfort pour protéger la frontière avec la Syrie. Et on retrouve Axel Monnier, notre correspondant à Washington, qui nous explique que l'escalade militaire dans le nord de la Syrie remet ce pays au centre de l'attention pour les États-Unis. Ce n'est rien de le dire, les États-Unis ne sont pas de grands soutiens de Bachar al-Assad et de son régime. D'ailleurs, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche a été très clair. Nous n'allons pas pleurer, dit-il, sur le fait que Bachar al-Assad, allié de l'Iran, de la Russie et du Hezbollah, doit faire face à quelques pressions. Mais en même temps, les États-Unis doivent donc essuyer quelques critiques venues justement de Téhéran, qui estiment que les Américains ont participé à ces attaques perpétrées dans le nord du pays. Les Américains démentis, nous ne sommes impliqués ni de près ni de loin. Et d'ailleurs, les États-Unis ont placé Hayat Tahrir al-Sham sur la liste des organisations terroristes. Alors pourquoi toutes ces questions se posent? Principalement parce que depuis 2014 et l'intervention décidée par Barack Obama, il reste encore des troupes américaines sur le sol syrien. Environ 900 soldats, toujours censés lutter contre le terrorisme et notamment contre le groupe État islamique. C'est pour cela qu'ici, à Washington, l'administration Biden surveille de très
très près ce qui se passe en Syrie. Il y a d'ailleurs eu une attaque contre une base américaine ces derniers jours, sans qu'on sache vraiment si elle était liée aux derniers événements récents, qui n'a pas fait de blessés d'ailleurs. Les Américains qui sont aussi en contact permanent actuellement avec tous leurs alliés dans la région, et pas seulement leurs alliés, puisqu'une ligne spécialement dédiée a été utilisée pour contacter la Russie et échanger avec Moscou sur les événements récents qui se passent actuellement en Syrie. Preuve que les Américains surveillent la situation de très près dans une zone hautement inflammable, le Moyen-Orient. Et c'est aussi un peu la preuve de ce qu'on pourrait appeler finalement la doctrine Biden en matière de politique étrangère. On l'a vu à l'œuvre en Ukraine, on l'a vu à l'œuvre également en Israël, à savoir s'impliquer sans vraiment s'impliquer. Merci beaucoup à Axel Monnier. Alors David Rigolay-Rose, est-ce que oui ou non vous voyez les États-Unis s'impliquer toujours plus dans les prochaines heures sur ce terrain syrien, parce que ce conflit, cette Syrie, elle secoue quand même pas mal. Oui, mais c'est pas directement lié à ce qui se passe à ce qui s'est passé à Alep. C'est-à-dire que la Syrie, c'est le nouveau maillon faible régional. C'est-à-dire que c'est un état pivot où tous les acteurs géopolitiques se retrouvent sur le terrain. C'est extrêmement complexe. C'est l'archétype de l'Orient compliqué, la situation syrienne. Il y a les Russes, les Iraniens, les Américains, les Kurdes, les Turcs, le régime de Damas. Et donc là, en l'occurrence, dans le Nord-Est, il y a eu une frappe effectivement américaine, mais qui était décorrélée de ce qui s'est passé de l'autre côté. Ça vise essentiellement des activistes de Daesh qui sont encore dans la zone. D'ailleurs, ça justifie, du point de vue de Washington, le maintien des 900 soldats que vous évoquiez dans le reportage. Alors que de l'autre côté, et évidemment, la situation est totalement différente. Hayat Tahrir al-Sham, c'est pas du tout lié à Daesh. D'ailleurs, ils ont réprimé Daesh dans l'enclave d'Idlib qu'ils contrôlent, ce qui n'enlève rien à leur ADN djihadiste de départ. Mais les choses sont très compliquées. Et donc, alors chacun s'invective, accuse l'autre effectivement de soutenir le terrorisme, mais en réalité, c'est le résultat de la décennie de guerre civile qui a explosé la Syrie. Et aujourd'hui, le régime de Bachar el-Assad se retrouve dans une situation très difficile avec la perte d'Alep. Vous dites, effectivement, ça permet à chacun, du coup, d'accuser l'autre de soutenir le terrorisme. Pourquoi vous le dites ? Je pense que vous faites référence à ce qui s'est passé à l'ONU. Exactement. À l'ONU, puisque la Russie et les États-Unis se sont affrontés à l'ONU au sujet de cette escalade des combats en Syrie, et effectivement, exactement, en s'accusant mutuellement de soutenir le terrorisme. Regardez. Vous n'avez pas réussi à trouver le courage de condamner une attaque terroriste manifeste menée contre des civils pacifiques dans des villes syriennes paisibles. Il n'est pas en mesure d'accuser les États-Unis de soutenir des groupes terroristes. Les États-Unis luttent depuis des décennies contre le fléau du terrorisme et continueront à le faire. La Syrie comme terrain d'affrontement entre deux blocs, j'ai envie de dire, c'est pas tout à fait nouveau. Mais est-ce que là, la séquence va s'intensifier, est en train de s'intensifier, et est-ce que la Syrie va devenir un terrain encore plus chaud de cet affrontement, de ce face-à-face États-Unis-Russie ? Oui, États-Unis, Russie, Iran. En réalité, c'est pas des blocs à proprement parler, c'est plutôt des axes. C'est l'axe Moscou-Téhéran, l'axe États-Unis, FDF. Ce sont plutôt des axes structurants, géopolitiques. Il y a une tectonique des plaques géopolitiques en Syrie. Oui, ça va s'intensifier parce qu'en plus, il y a des déclarations, comme le régime de Bachar el-Assad est en difficulté, il a mobilisé ses soutiens historiques, ceux qui l'ont sauvé, c'est-à-dire Moscou, qui a une base aérienne à Mémine, qui est justement près de la capitale, et puis qui est mobilisé justement à la demande de Bachar el-Assad, et puis les Iraniens, qui sont très inquiets. Ils ont perdu d'ailleurs un général des gardiens de la Révolution dans la chute d'Alep. Ils ont prévu de renvoyer, et le ministre vient de déclarer ce matin, ce qui est pas bon du tout pour la configuration régionale, qu'il était prêt à envoyer des troupes au sol, et non pas seulement des conseillers. Et là, effectivement, Téhéran prend un risque, parce que si d'aventure ça devait se faire, il y a un autre État qui ne le tolérerait pas. C'est Israël. Et ce serait l'intervention directe d'Israël sur le champ syrien. Israël a menacé le régime de Bachar el-Assad en lui disant d'ailleurs de faire très très attention, qu'il joue avec le feu. Et donc on voit bien que là, la mèche est allumée. Il y a une mondialisation qui est en train de se développer. Les Russes accusent des services de renseignement de l'armée ukrainien d'être partie prenante. On va voir ça dans quelques instants. En fournissant une expertise sur les drones, etc. Vous avez des Yéménites
sur le théâtre européen avec les Coréens. Donc on est dans une séquence internationale qui est très mauvaise. Valérie Trierweiler. Est-ce que j'ai lu dans l'Orient, le journal, le quotidien libanais, que tout ça était le résultat du 7 octobre, c'est-à-dire c'est un jeu de domino, Moyen-Orient, Proche-Orient. Est-ce que c'est ça? Oui, est-ce que c'est une des conséquences? Il y a une réaction en chaîne le 7 octobre. C'est un game changer au niveau... tout le logiciel a changé. La guerre à Gaza n'est plus une séquence. C'était la première séquence d'un déroulé beaucoup plus important. La deuxième étant le Liban, on l'a vu, avec le Hezbollah. Et il y a aujourd'hui la question du pion sur l'échiquier de l'état pivot qu'est la Syrie. Tout simplement parce que Bachar el-Assad permet aux Iraniens le transfert d'armes à destination du Hezbollah. C'est le hub. Et Bachar est coincé parce qu'il est débiteur. Il voudrait s'extraire de ses obligations et il ne peut pas. Il ne peut pas, donc il sollicite ses soutiens et en même temps, il est de plus en plus dépendant d'eux parce que tout seul, il n'y arrive pas. Alors tout seul, il n'y arrive pas et il a besoin notamment de la Russie. La Russie, image publiée par le ministère russe de la Défense, c'était hier, montrant selon Moscou, des exercices navals et aériens impliquant des tirs de missiles, y compris hypersoniques, en Méditerranée orientale, au moment donc où son allié syrien, Bachar el-Assad, perd du terrain face aux rebelles. Nous retrouvons Jérôme Garraud. Bonjour Jérôme, merci beaucoup d'être avec nous en direct depuis Moscou. Jérôme, quel rôle, quelle partition joue la Russie en Syrie, a fortiori avec de tels tirs là, que je viens de montrer? Pour l'instant, les Russes font de la diplomatie russe, c'est-à-dire qu'ils montrent qu'ils ne sont pas contents. Donc dans ces cas-là, on tire des missiles, en l'occurrence des missiles hypersoniques Zircon anti-navires et des missiles de croisière. Donc d'après Moscou, ces manœuvres ont impliqué plus de 1000 hommes, une dizaine de navires, 24 avions. Donc c'est une manière de montrer les muscles et c'est un message assez clair à ceux qui voient la Russie un petit peu affaiblie dans la région. Et hasard ou coïncidence, le même jour, Vladimir Poutine a pris son téléphone et a appelé le président turc Erdogan pour lui dire souhaiter, je cite, une fin rapide de l'offensive. C'est ce qui est ramené par les agences de presse russes, donc une fin rapide de l'offensive lancée par la coalition de rebelles emmenée par les islamistes radicaux. Je vous rappelle que la Russie et la Turquie sont les deux parrains du cessez-le-feu qui a été imposé en Syrie en 2020, donc la solution va probablement passer aussi par ces deux États. Merci beaucoup Jérôme. À tout de suite parce qu'on va parler de l'embarras russe quand même dans toute cette affaire et de son impuissance aussi, pourquoi pas. Alors, je vous pose aussi la question. Quel rôle, quelle partition joue actuellement la Russie en Syrie ? Là, c'est un peu un show of force, comme on dit traditionnellement dans les armées. C'est pour montrer ses muscles. Les Russes ont une base navale qui est Tartous. Ils veulent sécuriser leurs deux bases, celle aérienne à Mémine et celle de Tartous. Et ils savent que leur protégé est en difficulté et donc ils veulent montrer qu'ils sont partie prenante. C'est pas un hasard aussi parce qu'il y a la flotte américaine en Méditerranée qui est présente. Donc on voit bien que tout s'ajuste et que on marche vraiment sur des braises et que effectivement ils vont soutenir la contre-offensive de Bachar, mais dont le succès est incertain. C'est pour ça que les Iraniens sont prêts à envoyer au sol des troupes supplémentaires parce que là effectivement c'est le régime lui-même qui est susceptible de tomber. Il a envoyé des renforts sur la ville de Hama que vous évoquiez, mais effectivement la perte d'Alep qui est tombée dans les mains du Hayat Tahrir al-Sham, qui est un groupe islamiste autour duquel gravitent des groupes soutenus par les Turcs, ce qui explique effectivement la communication téléphonique entre Erdogan et Poutine, parce qu'ils sont partie prenante des accords d'Astana et chacun ajuste ses positions. Il faut rappeler que les Turcs sont présents dans le nord de la Syrie et qu'ils ont été prévenus de l'offensive, que ça leur convenait, mais le paradoxe de la situation, c'est que tout le monde ne veut pas la chute du régime de Bachar. Ses soutiens veulent le maintenir coûte que coûte, et ses ennemis, enfin ses adversaires, sont inquiets de l'éventuel scénario d'une chute. Parce que ce serait la porte ouverte, la boîte de Pandore, la porte ouverte à un chaos total au niveau régional. Oui, c'est vrai pour Israël. C'est vrai pour Israël qui n'a pas. Et c'est vrai même pour Israël. Même pour Israël, tout le monde ne veut pas la chute de. Non, c'est le paradoxe, c'est-à-dire que tout le monde est satisfait du côté occidental d'un affaiblissement, évidemment, qui est avéré aujourd'hui, mais sans aller jusqu'à un renversement qui poserait des problèmes insurmontables potentiellement. Oui, non, j'allais justement poser la question sur la chute de Bachar el-Assad, ce que ça entraînerait au niveau régional. Parce que c'est quand même un leader qui a été totalement contesté, qui a du sang sur les mains, comme l'a rappelé le Pentagone hier. C'est un roi nu sur un champ de ruines.
Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'alternative, ou les alternatives qui peuvent se profiler, c'est Yad Tahrir al-Sham, c'est-à-dire des islamo-djihadistes. Et donc, on voit bien qu'ils ouvrent les prisons et qui font sortir ceux qui ont été enfermés par le régime. Donc, ça soulève beaucoup de questions et d'inquiétudes jusqu'ici. Parce qu'effectivement, si les gens sortent de prison, qui peut dire qui sont ces gens, où ils vont éventuellement partir par la suite, etc. Donc on voit bien à quel point tout le monde finalement est tenu par une angoisse profonde sur les attendus potentiels de cette situation. Et écoutez, ça se confirme là, effectivement, Russie, Iran et Turquie en contact étroit, je mets des guillemets, parce que c'est une citation effectivement de Moscou. Moscou fait savoir que les 3 pays sont en contact étroit pour stabiliser la situation en Syrie. La dépêche, elle vient de tomber. Je me tourne vers vous, Dominique Seux. Après, on va reparler de la Russie plus précisément, mais effectivement, à quel point, non mais ça peut susciter une inquiétude mondiale, même française, de voir cette zone s'enflammer à nouveau, avec en plus énormément d'intérêt, c'est-à-dire les États-Unis qui regardent ça de près, la Turquie, la Russie, l'Iran, un nouveau front un peu mondialisé, effectivement, qui brûlerait. Alors, je n'ai pas regardé ce matin, mais je peux le faire dans une minute. Les marchés pétroliers, depuis un mois, n'ont pas surréagi à tous ces événements qui auraient pu effectivement les enflammer il y a encore quelques années. Pour l'instant, ça reste localisé. Alors, pour des tas de raisons, c'est que la demande de pétrole chinoise est relativement faible, puisque leur croissance est un peu atone, et que les États-Unis ont pris le relais sur l'énergie, l'extraction d'énergie, que ce soit le pétrole ou le gaz. Donc, les marchés tournent, le baril de pétrole tourne de tête autour de 72-73 $, ce qui n'était pas le cas il y a 2-3 ans. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de répercussions économiques fortes. Mais je peux regarder, si vous voulez, dans les 30 secondes qui viennent, où on en est ce matin. 73,72 ce matin, me dit Jocelyn Huchet. Donc ça ne bouge pas. Sur le coup, voilà, exactement, ça ne bouge pas pour le moment. Je reviens à la Russie parce que, en fait, vous avez évoqué un point tout à l'heure, je vous ai dit, on va y revenir, faisons-le. L'ambassadeur russe à l'ONU qui accuse les Ukrainiens d'agir aux côtés des rebelles syriens. Regardez. La coopération entre les terroristes ukrainiens et syriens motivés par la haine contre la Syrie et la Russie est en cours pour le recrutement de combattants dans les forces armées ukrainiennes et pour organiser des attaques contre les troupes russes et syriennes en Syrie. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrypter l'utilisation qui est faite par la Russie de cette situation en Syrie pour enfoncer un peu plus l'Ukraine ? La Russie évoque la présence supposée, non confirmée mais supposée de leur point de vue, de membres du service de GRU, c'est-à-dire le membre du service du GUR, membre du service de secret de l'armée ukrainienne, qui aurait aidé justement l'offensive d'Yad Tahrir al-Sham contre Alep, notamment en fournissant un entraînement aux drones, qui ont été effectivement particulièrement efficaces dans le cadre de cette offensive. Mais les drones, il y en a aussi du côté des Turcs. Donc, alors, ça conforte les Russes dans leur stratégie de stigmatisation de l'Ukraine, en disant que l'Ukraine se déploie à l'étranger et pour participer justement à des logiques, pour aider des groupes terroristes. Il y a eu les mêmes accusations en Afrique, il n'y a pas très longtemps. Donc, en tout cas, c'est le symptôme effectivement d'une mondialisation, comme vous le dites, justement, et ça manque pas de sel de la part de l'ambassadeur russe, puisque lui-même fait appel aux Nord-Coréens et puis dernièrement aux Yéménites, Houthis, justement, qui font partie de cet axe lié à l'Iran. Donc on voit bien que tout le monde mobilise en fait des représentations pour justifier la stratégie qui est la sienne. Alors on retourne du côté de Moscou, je le promettais, pour vous retrouver Jérôme Garraud. Merci Jérôme encore une fois. La Russie n'est-elle pas dans l'embarras ? Je m'explique, elle doit assurer son rôle d'allié, là en Syrie, tout en consacrant toutes ses ressources à la guerre en Ukraine. Oui, cet embarras, on a pu un petit peu le mesurer en regardant les médias. Finalement, vous avez très peu de choses sur la Syrie. Moi, j'ai regardé la télévision russe en fin de semaine dernière, ce week-end, donc vraiment au moment de cette offensive éclair, et vous n'avez quasiment rien, à part quelques très rares brèves qui parlait de l'aviation russe à la manœuvre. Bon, en même temps, c'est vrai que c'est pas très glorieux. Alep a été reprise après des années de combat par l'armée russe et par l'armée syrienne au prix de combats extrêmement violents. Et en 3 jours, retour à la case départ. Donc, comme vous le disiez, la Russie consacre en ce moment ses ressources à la guerre en Ukraine. En 2015, les Russes avaient une 50aine d'avions de combat actifs en Syrie. Il y en a beaucoup qui ont été redéployés
justement pour combattre en Ukraine. Et puis un autre point dont on parle assez peu, vous aviez aussi pendant plusieurs années, à partir de 2015, les mercenaires Wagner qui étaient présents en Syrie. Et en 2023, après la tentative de mutinerie manquée le 24 juin 2023, souvenez-vous, le Kremlin a dissous cette milice et quelques mois plus tard, le régime syrien a demandé aux mercenaires de Wagner sur son sol de déposer des armes. Depuis, ils ont été remplacés par un autre groupe de mercenaires russes qui s'appelle Redout, dont on sait assez peu de choses, mais ils ont quand même visiblement moins de moyens et pas la même connaissance du terrain. Donc tout ceci participe sans doute de cette diminution de la présence russe en Syrie. Merci beaucoup Jérôme Garraud, merci à vous depuis Moscou. Donc il neige visiblement. Alors du coup, cette Russie embarrassée ? Oui, embarrassée parce qu'elle est consciente que la situation est grave pour le régime. Et en même temps, le problème, c'est que leur soutien est diminué par leur engagement en Ukraine. C'est-à-dire que beaucoup des aviateurs qui étaient sur la base de Maymin et qui ont participé d'ailleurs à Alep, ils ont rasé Alep-Ouest en 2016, ont été transférés sur le front ukrainien, justement. Et donc, il y a un déficit, on va dire, un déficit effectivement d'effectifs sur la Syrie même. Le soutien ne peut plus être le même. Et le même problème se pose pour les Iraniens, qui ont été mobilisés effectivement au niveau régional et leur on va dire leur proxy privilégié, le Hezbollah, a été laminé au Liban. Donc le Hezbollah a dû rapatrier depuis la Syrie où ils étaient stationnés un bon nombre d'effectifs justement dans la confrontation avec Israël au Liban, ce qui fait que les deux soutiens en fait sont affaiblis et donc il se retrouve Bachar el-Assad un peu seul parce que son armée est pas en situation de pouvoir effectivement affronter une offensive d'envergure. Arlette Chabot. La question qu'on se pose depuis le début, c'est personne n'a rien vu, ne s'est douté de rien de la reconstitution de ces groupes qui ont déboulé, qui ont traversé, qui ont pris Alep sans difficulté et qui ont continué, on le voit bien, leur chemin. Depuis le début, personne n'a deviné, n'a décelé cette mobilisation, cette organisation. Il est vraisemblable que les services de renseignement, notamment turcs, étaient largement au courant. Parce que ils ont laissé faire aussi. Oui, il y a un accord tacite. Ils ont été informés, à minima. De toute façon, ce type d'opération d'Ayat Tahrir al-Sham, qui n'est pas nouveau, c'est un groupe qui est très structuré. C'est lui qui contrôle l'enclave d'Idlib. C'est une enclave où se sont retrouvés tous les anciens insurgés qui a été expulsés de toutes les régions reconquises par le régime. Donc c'est un chaudron qui est sous une main de fer, celle de HTS, Ayat Tahrir al-Sham, qui est dont l'ADN renvoie à Al-Qaïda à l'origine, mais qui s'est dissocié d'Al-Qaïda pour ne pas être taxé justement d'organisation terroriste internationale. Mais enfin, ça reste une organisation islamo-djihadiste autour duquel il y a un certain nombre de groupes pro-turcs souvent, ce qui explique effectivement que les Turcs soient très présents. Donc il n'y a pas de surprise de la part des services turcs. Ça fait plusieurs semaines, sinon plusieurs mois. Simplement, ça coïncide. Ce qui est intéressant, c'est que ça a débuté au moment où il y avait le cessez-le-feu au Liban. C'est pas tout à fait un hasard parce qu'il y avait une fenêtre d'opportunité qui a été saisie par Ayat Tahrir al-Sham, qui a considéré que c'était le moment en fait de lancer l'offensive parce qu'il y avait cet agenda qui était spécifique et c'est pas un hasard non plus si du côté dans le discours de Benjamin Netanyahou, au moment où il annonce le cessez-le-feu, il dit à Bachar el-Assad faites attention, vous jouez avec le feu. Mais Arlette Chabot disait oui, c'est vrai que vous le dites, les Turcs étaient peut-être un peu au courant, mais c'est vrai que l'Occident très au courant. Mais les Occidentaux ont l'air de le découvrir. En tout cas, ça a été d'un seul coup 70 villes prises en 3 jours. Ce qui a stupéfait, c'est la rapidité. C'est pas le principe de l'offensive, puisqu'elle a été intitulée d'ailleurs réplique à l'agression, c'est-à-dire ça fait plusieurs semaines que Ayat Tahrir al-Sham met en garde le régime en disant si vous continuez de bombarder Idlib, notamment, il y aura une réplique militaire. Donc c'est pas une surprise. La surprise, en revanche, elle est sur la rapidité et le côté spectaculaire de l'opération. Ça, c'est l'armée syrienne. De 10 000 hommes, c'est ça ? Pardon ? Pour HTC, on parle d'une armée de 10 000 hommes ? Oui, c'est ça à peu près. C'est difficile d'avoir les effectifs. En tout cas, c'est le groupe le plus important en termes, effectivement. Et comment la population syrienne, notamment tous ces gens qui sont dans les camps de réfugiés déjà depuis presque 10 ans, ressentent cette attaque ? C'est très ambivalent. Il y a à la fois parfois ceux qui ont des sympathies pour justement les insurgés, les rebelles, vont manifester un contentement et en même temps une inquiétude parce qu'il y a les risques de débordement. D'ailleurs, Ayat Tahrir al-Sham fait montre d'une grande prudence par rapport à l'application de la charia sur les chrétiens, etc. À Alep, ils ont fait très attention pour éviter justement de s'aliéner des populations qui ne sont pas directement des soutiens de l'organisation. Une question un petit peu décalée. Ce week-end à Paris, on l'évoquait tout à l'heure, il y aura
à Paris le roi de Jordanie, le roi du Maroc, Donald Trump, il y aura le président italien, il y aura des tas de personnalités. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a une sorte de... En parallèle de la restauration de Notre-Dame, il y a une sorte de mini-sommet diplomatique. Et ma question est la suivante. Est-ce que, au fond, la diplomatie et les enceintes diplomatiques peuvent avoir un rôle dans ce type de crise où, en réalité, ça ne se passe jamais dans ce genre d'enceinte? On peut penser qu'ils en parleront en aparté. Et oui, c'est vraisemblable quand même, vu la gravité de la situation. C'est peu probable que ça soit passé sous silence. Alors, pour l'efficacité, éventuellement, des synergies diplomatiques que vous évoquez, pas dans l'épisode actuel, ça sera pas là que ça sera déterminé, mais en tout cas ça pose des jalons pour effectivement anticiper des positions à venir qui seront plus clarifiées, oui. Et in fine, la question, est-ce que Bachar el-Assad peut tomber? On a posé la question à Antoine Basbous à votre place. C'était hier, avant-hier? Je suis perdu, avant-hier. Regardez sa réponse. En tout cas, lui-même a peur de tomber et pour la première fois depuis 2011, il a expatrié sa famille dans un pays européen, sa femme et ses enfants. Ce qui laisse penser que lui-même a le sentiment qu'il peut tomber. Et à vrai dire, ce à quoi nous assistons, c'est les rebelles sont rentrés dans le nord-est de la Syrie comme dans du beurre. Et donc, Arlette Chabot, vous vous interrogiez? Non, mais ils quittent. Enfin, si effectivement, Asma et ses enfants, Bachar, ils sont partis, effectivement, et plutôt parce qu'ils ont fait leurs études à Londres. Donc, je posais l'interrogation. C'est la première fois ou pas qu'ils sont partis? C'est la première fois ou pas? Oui, parce que même pendant la guerre civile, elle avait manifesté le fait qu'elle restait, justement. Oui. D'accord. Donc, c'était un acte pour montrer que, justement, elle s'enfuyait pas. Là, l'inquiétude est profonde, hein, effectivement, et elle est d'autant plus profonde qu'au sein de la fratrie des Bachar, entre Maher, son frère, et lui, il y a des conflits, un conflit qui est sous-jacent et qui fragilise encore. C'est-à-dire que Maher, il est très lié aux Iraniens, et Bachar... C'est lui qui dirige les forces armées. Oui, la 4e division. C'est un centurion, c'est un soldat. Il a perdu une jambe pendant la guerre civile, il a aucun état d'âme. Et Bachar, il est plutôt proche de Moscou. Et donc, il y a un jeu d'équilibre instable aussi entre les soutiens. C'est ça qui fait que la situation, pour lui, est pas facile. Et Chabot disait Londres, potentiellement. C'est possible parce qu'elle, effectivement, elle a fait ses études à Londres et voilà. Allez, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Pour LCI, c'est pas terminé, vous restez avec nous puisque LCI vous répond avec notre question du jour qui sont les perdants et les gagnants également, puisqu'il y en a, suite à la censure qui devrait, il y a quand même de très fortes chances.